Débat, sénatrice McFadden. Du Manitoba, je reconnais que je vis sur le territoire du traité 1, le territoire traditionnel des Anishinaabe, des Cris, des Ojibwe, des Dakota et des Dene, et la patrie de la nation métisse. Je tiens à souligner que le Parlement du Canada est situé sur un territoire algonquin Anishinaabe non cédé et non restitué. Je tiens également à souligner que de nombreuses personnes d'un partout sur l'île de la Tortue se joignent à nous aujourd'hui, qu'elles soient situées sur des terres cédées ou non cédées. As an independent senator for Manitoba, which is treaty. Je représente un territoire de la nation métis et je remercie la sénatrice qui parraine ce projet de loi crucial. Il y a beaucoup d'aspects très importants de ce projet de loi et certains sont des marques de visionnaires, mais pas tous. L'histoire a été faite lorsque la première femme ministre des Finances a présenté son premier budget en avril, la deuxième année de notre pandémie. L'interprète signale que la qualité du son de la sénatrice ne permet pas une interprétation de qualité. Les services d'interprétation reprendront lorsque la qualité du son s'améliorera. Many of whom are designated as essential workers who must stay on the front lines of society, regardless of their level of risk. For a feminist recovery plan to be real, this bill needs to provide jobs for workers, the majority of whom are women. It must enable parents, particularly mothers, to reach their full economic potential while their children are safe and supported. And it must invest in our viability as a democracy by substantially supporting generations of engaged and well-prepared young learners who are the leaders who will bear the brunt of what is being done or not done by our generation of leaders. I am going to support this bill, but in my observations today, my focus is on intersectionality, women and youth in the context of the feminist recovery plan that we were told was core to Bill C-30, but overall can be hard to find. Entrepreneurial businesswomen in this country contribute significantly to Canada's economic viability, and in this recession, some prospered, but many businesses, especially small businesses, lost their battle to survive. It's a good... L'interprète signale que la qualité du son ne permet pas l'interprétation. Le service d'interprétation sera interrompu jusqu'à ce que la qualité du son soit améliorée. Loans provided through federal programming were to women. But now there is a target of 50% of loans to Indigenous women. This budget can be seen as a feminist document in some ways. Through 2.1.17 of this bill, the Canada Child Benefit will deliver huge improvements for this country. But one of the most destructive impacts of COVID-19 across the country has been the increase in reports of domestic violence and child abuse. Canadian social service entities are fielding almost double the amount of calls related to domestic violence than before the pandemic. Statistics Canada advised that during COVID-19, 1 in 10 women reported they were, quote, very or extremely worried, quote, about being abused in their homes. While not in this bill in detail, we can reasonably anticipate that the National Action Plan to reduce domestic violence will include necessary funding for women's shelters, health services, crisis hotlines, and other social services. Considering the majority of the budget is geared towards COVID-19 recovery, it is unfortunate that there is not provision specifically being made for the recovery of women placed in severe danger for many months. What is not in C-30 is moving forward on a first ever national action plan to end gender-based violence. But we know that we're going to have an investment of over $600 million over 5 years, starting this year. Aider à bâtir 35 000 habitations pour les familles et la réallocation est
très nécessaire. D'accord, c'est mieux. Merci, sénatrice McFadden. Oui, toutes mes excuses. Désolée de vous avoir interrompu. Les articles 24 et 27 du projet de loi créent un programme de relance afin de réembaucher les employés qui ont été mis à pied en raison de la COVID-19 et pour permettre d'en embaucher de nouveaux. Cependant, il n'y a pas de disposition pour encadrer le processus d'embauche. Il n'y a aucun incitatif pour embaucher des personnes issues de la diversité ou allosexuelles, ni les femmes. Il n'y a aucune disposition pour embaucher les groupes qui ont été les plus durement touchés par la COVID-19. Ces exemples démontrent qu'une perspective féministe pourrait changer la donne. La COVID-19 est un aspect central de ce projet de loi, mais sans tenir compte de la façon dont la COVID-19 a touché les communautés, le projet de loi C-10 sera un échec dans les mesures qu'elle propose. La perspective genrée sur la garde d'enfants a plusieurs volets. Premièrement, la garde d'enfants a un impact sur le retour des femmes dans la population active. Les femmes constituent un grand pourcentage de la population active. Cependant, 95,5 % des femmes gagnent moins que le salaire minimum provincial. On remarque le problème principalement lorsque les milieux de travail lorsque les femmes sont surreprésentées dans un milieu de travail, leur travail n'est souvent pas valorisé. Le Canada n'a pas de programme universel de garde d'enfants et la garde d'enfants peut dépasser 2 000 $ par mois. La plupart des familles monoparentales sont dirigées par des femmes. Ce coût peut être paralysant pour les femmes qui sont les seules responsables de leurs enfants. Alors, ces nouvelles mesures dans C-30 sont cruciales. Aussi, il y a une différence entre ce qui a été promis en avril et ce que contient le projet de loi C-30. Le gouvernement s'était engagé à réduire de 50 % des coûts de garderie enregistrés. Et cela s'appliquerait partout au Québec. Et il y aurait aussi une réduction de 30 milliards au cours des 5 prochaines années avec des montants alloués pour les centres de garde, et les centres de garde autochtones. Le gouvernement s'était aussi engagé à financer certaines garderies à partir de 2025. L'objectif serait d'atteindre un partage de 50 % des coûts avec les provinces. L'honorable Mariam Monsef, ministre de la Condition féminine, dans 5 ans, chaque famille canadienne pourra accéder à la garde d'enfants à 10 $ par jour. Le coût moyen par enfant sera d'à peu près 200 $ par mois. Il y aurait aussi une distinction pour les familles autochtones et des investissements additionnels pour les enfants à besoins spéciaux. Ce serait donc une option de plus pour les familles et cela permettrait d'atteindre une plus grande croissance économique depuis l'ALENA. Mais lorsqu'on examine l'un des articles de l'article C-30, nous voyons que les provinces peuvent créer des accords bilatéraux pour certains centres de garde, mais seulement pour certaines années. Et c'est en contraste avec ce qui a été promis dans le budget de 2021. Je ne vois aucune garantie correspondante pour les centres de garde autochtones, malgré les promesses avant le budget de 2021. En comité, dans l'article 34, on l'a mentionné, et les sénateurs ont soulevé des préoccupations importantes. Moyna Ballantyne avait dit que les promesses du budget de 2021 pour les centres de garde au cours des 5 prochaines années, avec le minimum de 9,1 milliards de $, permettraient d'avoir des partenariats avec chacune des provinces et des territoires. Cependant, si le gouvernement fédéral n'utilise pas son pouvoir de dépense pour subventionner la garde d'enfants, ce sera de l'argent et une opportunité gaspillée.
alors tout cela devrait nous préoccuper. Il y a 4 éléments principaux nécessaires pour bâtir un système national de garde d'enfants. Premièrement, il faut que les centres soient financés par le public. Deuxièmement, il faut que le gouvernement assume certaines des responsabilités. Troisièmement, il faut une stratégie pour le recrutement et la rétention et il faut avoir des normes de qualité. Quatrièmement, il faut que le financement se limite au secteur public et non au secteur à but lucratif. J'ajouterai un 5e élément, appliquer une perspective intersectionnelle à chacun des aspects de ce projet de loi et traiter des aspects qui avaient été promis mais qui ne sont pas inclus dans le projet de loi. 71 des familles, 71 des familles sont constituées de familles monoparentales et souvent elles sont dirigées par des femmes. Si on applique une analyse basée sur le genre, on pourrait examiner chacun des volets de ces promesses de garde d'enfants. Les services de garde subventionnés par le public sont très importants pour avoir une relance solide et féministe qui nous permettent de rebâtir en mieux. Mais il n'y a pas suffisamment de garanties pour que les centres de garde et les centres de garde pour enfants autochtones soient bel et bien créés. Chers collègues, cela signifie qu'il faut être très vigilant en tant que parlementaire après avoir adopté ce projet de loi. Voici quelques éléments importants. Le budget est une étape importante vers la création d'un système de garde d'enfants à l'échelle du pays qui soit universel. Le projet de loi C-30 permet de répondre en partie aux besoins, mais pas complètement. Il est donc important de s'assurer que le gouvernement tienne ses promesses. La division 34 est très importante pour avoir une relance féministe parce qu'elle se penche sur un enjeu qui touche principalement les femmes, mais puisque les centres de garde sont une responsabilité partagée, parce que les parents ont besoin de garde d'enfants pour retourner au travail, le nombre de centres disponibles est donc très important. Donnez-moi un instant, je ne me retrouve plus dans mon discours. Maintenant, parlons de la relance. Il faut que chacune des dispositions soit examinée lorsqu'on pense à la race, à la classe, à l'ethnicité et à l'expression de genre. Cependant, il est difficile de trouver une analyse intersectionnelle dans ce projet de loi. Maintenant, avec le temps qu'il nous reste, regardons ce qui est promis aux jeunes au Canada. Le gouvernement a de bonnes intentions, mais parfois, ils ne livrent pas toutes leurs promesses. Par exemple, la Fédération canadienne des étudiants avait dit que parmi les 9 milliards de dollars promis pour aider les étudiants, en mars 2021, 3 millions de dollars n'avaient pas été alloués ni dépensés. Le taux de chômage des jeunes était de 18 % en mai. C'était le plus haut taux depuis la première vague de COVID et c'est 10 % de plus que la moyenne nationale. Les jeunes dépendent énormément des industries qui ont été les plus durement touchées par la COVID, le commerce en détail et le tourisme, entre autres. Ces emplois-là ne reviendront peut-être jamais. L'été dernier, le programme d'appui pour les jeunes bénévoles n'a pas été créé et avait mis les libéraux dans l'embarras. Cette année, nous voyons que les jeunes sont encore au chômage, mais il n'y a aucun programme pour aider les jeunes sans emploi. Cependant, il est bien vrai que les étudiants n'auront pas à payer d'intérêt sur leurs prêts pendant 2 ans, mais il faut quand même y avoir d'autres appuis pour les étudiants. Le programme d'appui au remboursement des prêts existe, mais c'est quand même un prêt. Un prêt est une dette. Pensez à la différence que pourrait faire ce projet de loi si le gouvernement avait été audacieux et avait beaucoup plus investi chez les jeunes.
Si un programme pilote avait été créé pour que les jeunes aient un revenu garanti, ça aurait complètement changé les choses. Les programmes de prêt ne vont pas régler les problèmes financiers des jeunes. Le statu quo par rapport aux jeunes était perturbant et le projet de loi semble vouloir retourner à cette normalité au lieu de rebâtir en mieux et de façon plus équitable. La disparité du salaire et la pauvreté des jeunes étaient des enjeux bien connus avant la pandémie. Ce ne sont pas des sujets nouveaux. C'est une réalité qui existe depuis longtemps pour les jeunes au pays. La plupart des dispositions pour les jeunes sont des mesures temporaires. Ce ne sont pas des changements permanents. Les mesures temporaires comme les sursis pour les remboursements et le gel des frais d'intérêt sont de bonnes intentions, mais il faudrait aller plus loin et continuer après la pandémie. Je félicite la ministre Freeland pour ces 30. C'est un pas important vers l'avant et ce projet de loi fera des changements importants au pays. Mais les Canadiens ont besoin de mesures supplémentaires et il faut être prêt à aller plus loin. Un bon Canada, un Canada bâti sur l'inclusion, est un Canada réalisable et c'est la meilleure façon de sortir de la crise. Merci.